Bien, c'est l'heure de démarrer. Alors, bienvenue dans ce webinaire sur le marketing prédictif. C'est un sujet assez vaste et l'idée, c'est de bien faire le tour de comment analyser et prédire le comportement client. Alors, au sommaire, évidemment, j'ai plus ma petite... Voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce qu'il fallait pour faire avancer mes diapos. Au sommaire, on va resituer le contexte. Et puis, on va bien évidemment rentrer dans la méthodologie. Alors, qui dit marketing prédictif dit bien sûr data. Donc, on va parler bien sûr des données. On va ensuite parler d'analyse descriptive parce que ça, c'est un point incontournable. Alors, j'ai mis ici réflexion parce que souvent, on rencontre des gens qui n'ont pas les idées claires sur tout ce qui est data mining et donc le database marketing. Mais la réflexion, bien sûr, elle est tout au long de toutes ces phases. Il fallait la placer ici quelque part et donc j'ai choisi de la mettre entre l'analyse descriptive et l'analyse prédictive. Voilà, et puis on aura une série de questions-réponses. Yves Delanoux est à mes côtés pour surveiller vos questions et collecter vos questions tout au long du chat. Et puis on répondra donc en fin de session. Vous avez la possibilité de demander à être recontacté directement en haut de la plateforme. Donc n'hésitez pas à actionner ce bouton si vous souhaitez être relancé par la suite par nos équipes commerciales. Alors, on va démarrer par une définition, marketing prédictif et data marketing, parce que bien évidemment les deux sont très liés, les deux sont pratiquement d'ailleurs la même chose. Un ensemble de dispositifs pour anticiper le comportement client par des prévisions basées sur des données et des probabilités de réussite. Le caractère prédictif repose sur des techniques de data mining pour modéliser un comportement à un instant T en fonction de données passées. Alors passé, ça peut être du passé très proche, on va le voir, parce qu'on va parler quand même un petit peu de temps réel au cours de ce webinaire. Alors, Henry Kaufman faisait il y a quelques semaines une distinction entre prédiction. La prédiction, c'est quelque chose qui est basé un peu sur l'intuition quand on en parle, mais la prédiction, quand on regarde le mot latin, eh bien c'est d'annoncer, c'est de juger à l'avance de ce qui va arriver. C'est aussi, j'ai été voir du coup dans les définitions du dictionnaire, le fait de juger sur les connaissances passées, sur les conséquences passées d'un événement. Alors, on est plus effectivement dans la prévision. La prévision, souvent, on part d'événements passés, et puis lorsqu'on a pu mesurer des écarts entre prévu et réalisé, on va pouvoir faire un lissage exponentiel, donc faire des prévisions qui sont, elles, bien évidemment, basées sur du vécu. Mais tout ça, bien sûr, c'est fait pour influencer le consommateur. Donc, prédiction, prévision, influence, dans un contexte aujourd'hui, on en parle beaucoup de big data. Alors, on a toujours plus d'informations. D'ailleurs, je lisais qu'on était aujourd'hui en hexaoctet. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait combien ça fait l'hexaoctet? Il n'y a pas grand monde. Bon, cherchez pas, vous n'avez pas ça sur vos ordinateurs ni sur vos smartphones en termes de capacité. L'hexaoctet, c'est 10 puissance 20. Donc ça fait pas mal d'informations. Et je lisais une information un petit peu amusante qui disait qu'en une minute aujourd'hui, alors c'est déjà peut-être obsolète, mais en une minute, on crée plus de data dans le monde que toute l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à 2008. C'est quand même très conséquent. Alors ces données, bien sûr, c'est plus d'informations, elles viennent du web, du social, de l'open data. On peut acheter aussi des données tiers. On a des objets connectés. Sachez qu'en 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés. Donc c'est une source d'information, bien sûr, considérable. Et on parle beaucoup de géolocalisation parce que avec les smartphones notamment, on peut facilement nous surveiller, entre guillemets, et nous tracer. Alors, autre donnée du big data, c'est bien évidemment le temps réel. J'ai fait allusion à l'instant, temps réel, parce que de plus en plus on personnalise, on anticipe et on a la possibilité d'interagir immédiatement avec le consommateur. Donc tout ça va nous donner de nouvelles analyses et de nouvelles formes de prévision. Alors qu'en est-il aujourd'hui en France? Quid du prédictif?
J'ai trouvé une enquête sur le journal du net, selon le baromètre Econocom, sur lequel cette enquête a porté sur 330 grandes entreprises, dont 50% étaient des groupes internationaux. Alors je vais vous demander votre avis. Selon vous, en France aujourd'hui, enfin en 2015 tout du moins, combien d'entreprises faisaient du marketing prédictif? 30%, réponse A. Alors on joue pas avec votre argent, mais vous allez pouvoir vous exprimer via le chat. Réponse B, 42%. Réponse C, 50%. Réponse D, 59%. Alors selon vous, je vous laisse quelques instants là pour A, B. Le A semble l'emporter, ça va très vite. Le A, le B, A, un C, un D. J'ai l'impression quand même qu'on a une majorité de A. Bon, alors je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est C. Alors bien sûr, c'est C sur ces 330 grandes entreprises, dont 50% sur des groupes internationaux. Et lorsqu'on regarde un petit peu quelle est l'utilisation qui en est faite, à 16%, on nous dit oui, je fais du marketing prédictif, mais canal par canal. Alors bravo à ceux qui ont gagné. Bon, Guillaume, c'est normal, lui c'est un pro du, il est repéré, hein. C'est un pro du data marketing et Youssef aussi, voilà. Donc 17% nous disent tous canaux confondus et 17% avec des données externes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Que font ces entreprises quelle en est l'utilisation? Alors c'est bien sûr l'affinage de la segmentation client qui vient en premier lieu à 78%, l'évaluation de la rentabilité par client, la création d'offres sur mesure personnalisées en temps quasi réel, hein, la gestion de nouvelles offres donc en temps quasi réel, et puis bien sûr la personnalisation online de l'interaction avec le consommateur. Alors, le prédictif et big data dans le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui font des choses relativement extraordinaires, et notamment Google, pardon. Google qui, en temps réel, fait du big data, mais qui va, sur la base d'analyse d'un certain nombre d'informations qui sont l'email, bien sûr les visites du site web, enfin tout ce qui est cross-canal, appliquer un score individuel à l'internaute. Et donc ça, c'est sur des quantités gigantesques, puisque beaucoup d'internautes ont des comptes Google. Je ne citerai pas le chiffre, mais voilà, on est sur un score individualisé via Google. Amazon va jusqu'à anticiper les colis avant même la commande du consommateur. Alors il y a des gens comme La Redoute, enfin des VPCistes français qui ont spécialistes de la livraison en 24 heures, qui ont voulu, qui se sont déjà préoccupés de cette façon de livrer très rapidement. Est-ce que ça a un réel intérêt? On peut se poser la question de savoir si oui ou non, c'est important de pouvoir préparer un colis avant pour les best-sellers notamment. Les best-sellers, est-ce que cette personne va on peut avoir la liste des personnes présentes, on répondra à ces questions en fin de webinaire. Autre aspect, la Saxo Bank qui a mis en place sur quatre indicateurs, le CAC, l'or, l'euro et le dollar de mémoire, qui surveillent la twittosphère pour faire des indices, en fait un baromètre de tendance haussière pour la bourse ou pour ces différents indicateurs. Donc il y a une surveillance qui permet d'anticiper les tendances. Ça c'est au niveau bancaire. On a également Nissan qui a, lors du lancement du Qashqai en 2013, coordonner des campagnes de publicitaires qui étaient très réactives, puisqu'il y avait une équipe qui était chargée, au fur et à mesure que paraissaient les premières publicités, d'analyser les retours des gens qui étaient connectés, donc à la fois sur Facebook, le Facebook de Nissan, et à la fois sur Yahoo. Les publicités évoluaient, les publicités, donc tout ce qui était digital, évoluait en non pas quasi temps réel, mais de façon très rapide. Et ça a eu des retombées très positives en fait pour Nissan, parce que bien évidemment cette valorisation de la réactivité de l'évolution des publicités a véhiculé une très bonne image sur Nissan.
Et puis d'autres organismes, par exemple en surveillant le web, le tweet, etc., et d'autres, tout ce qui est online en fait, sont à même d'aller plus vite que l'OMS pour prévoir des épidémies. Donc ici, on est vraiment dans une utilisation big data. Alors, qui fait du marketing prédictif ici dans la salle? Réponse A pour oui, réponse B pour non, réponse C pour ne sais pas. Alors B. D'accord, donc là, il y a une majorité de B. Bon, majorité de... Le B l'emporte. Et puis, un certain nombre ne se sont pas encore exprimés, n'osent pas le faire. Vous êtes relativement anonyme, donc ne soyez pas timide. Alors, le marketing prédictif va s'appuyer sur une vision unique du client qui pose quelques difficultés. Pourquoi? Parce que on va voir déjà dans un premier temps une centralisation de l'information qui, vous le savez, avec les 5 V, n'est pas facile aujourd'hui forcément à manipuler. Donc on a déjà une variété et donc on va devoir se poser la question d'harmoniser cette information pour pouvoir la traiter correctement. Or aujourd'hui elle prend des formes diverses et variées, notamment lorsqu'on veut analyser les médias sociaux sur lesquels il peut y avoir du verbatim et donc de l'information non structurée. Quel sens, quelle valorisation, quelle valeur a cette information qui souvent est dupliquée, est déclarative, donc on n'est pas forcément sûr de sa véracité, ça sera un autre point. Bien sûr, il y a des volumes conséquents à gérer, et puis il y a également cet aspect de vitesse qui va jusqu'au temps réel pour pouvoir analyser et donc interagir de façon plus directe avec les consommateurs. Alors tout ça, ça nous amène à un certain nombre de paradoxes parce que aujourd'hui la collecte de data est beaucoup plus facile, mais du coup ça ne simplifie pas, bien au contraire, la consolidation et les analyses. Avant, lorsqu'on voulait administrer une enquête de satisfaction, on était obligé de déployer une certaine artillerie. Aujourd'hui, on peut plus facilement collecter le sentiment, la réaction, la satisfaction ou non d'un consommateur, parce que via le smartphone, via des outils, des objets connectés, via des bornes, via bien sûr le web, des enquêtes online, on a cette possibilité de collecter le retour consommateur. Le volume ne fait pas forcément la valeur, donc le volume est en augmentation, on a plus à disposition d'informations, mais quelle est la valeur de cette information, comment la mettre en évidence? On a davantage d'outils également, les outils évoluent, mais est-ce qu'on a en interne une compétence qui évolue dans le même sens? On a par exemple aujourd'hui des data scientists qui sont à la convergence de l'informatique et de la statistique, mais ces profils sont encore rares dans l'entreprise. Et ça a été d'ailleurs un frein au développement du data mining dans les entreprises et d'un data mining qui n'a pas attendu de big data d'ailleurs pour voir le jour. Et aujourd'hui, on constate notamment chez Anabis, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je participe dans ce domaine d'activité à un certain nombre de choses et on se rend compte que les réalisations ne sont pas à la hauteur de nos espérances. La participation plus importante du consommateur, puisque aujourd'hui, via les médias sociaux, il a la possibilité de communiquer, de participer, de collaborer, de s'exprimer, fait qu'on a plus d'informations, mais qu'on n'a pas forcément le droit, parce que notamment en Europe et particulièrement en France, aujourd'hui, on se préoccupe du droit et du respect des données du consommateur. Alors, première étape, donc, on va se centrer sur cette gestion des données qui peuvent être de différentes sortes. Et historiquement, les données qu'on connaît bien sont les données socio-démographiques, avec l'âge, avec la taille du foyer, par exemple, avec les CSP, le type de revenu lorsqu'on est en B2C, dans le particulier, et puis en B2B, on va être avec des informations du type chiffre d'affaires, type d'activité, code NAF, etc. Des données transactionnelles qui sont les données clients, et ça aujourd'hui toutes les entreprises ont de manière informatique ces données transactionnelles pour analyser ce que fait un client, donc c'est quel type de commande est-ce que l'on a.
Des données comportementales vis-à-vis du produit, vis-à-vis de l'entreprise. On parle aujourd'hui de parcours client, donc ça c'est vis-à-vis de l'entreprise, quel est son parcours. On parle également d'usage, donc par rapport au produit, par rapport à l'interface que peut fournir le produit, quelle va être l'expérience et l'usage du consommateur vis-à-vis de ce qu'on peut produire au niveau d'entreprise. La personnalité, le style de vie sont également des éléments qui sont pris en compte, hein, puisqu'on est dans des valeurs sentimentales, dans des valeurs affectives, dans des valeurs émotionnelles, même spirituelles, donc l'attitude psychologique. Et puis, est-ce que la personne est en situation d'achat? Par exemple, dans un restaurant, il est intéressant de savoir si la personne a l'habitude de déjeuner le midi, quelle heure elle déjeune, est-ce qu'elle a des déjeuners d'affaires, par exemple, est-ce qu'elle déjeune de façon dominicale en famille ou pas. Donc tout ça sont des éléments de situation d'achat. Et puis, il peut y avoir également des données de type exogène, c'est-à-dire que la météo, par exemple, peut influencer le comportement d'achat. La zone d'habitation peut également influencer le comportement d'achat. Alors, ces données, il va falloir les structurer dans ce qu'on appelle un data mart. Un data mart qu'on va devoir constituer, et là il y a vraiment tout un travail, notamment un travail de qualité et d'enrichissement de data, parce qu'on n'a pas toujours toutes les datas que je viens d'évoquer, parce que les datas qu'on a évoquées sur la slide précédente, on en a en interne, et puis on peut aller en chercher en externe, notamment même d'ailleurs sur des données de type sociodémographique. On a par exemple Géoportrait qui est édité par une société partenaire qui s'appelle Complex System et qui permet d'obtenir une vingtaine de données selon 4 axes: famille, habitat. Je prends mon anti-sèche là, aisance et environnement, pour enrichir les données de type sociodémographique qu'on n'aurait pas au niveau du particulier. La qualité, bien sûr, est très importante pour pouvoir consolider l'information, pour pouvoir donner un sens à l'information. Et puis dans le data mart, on va créer ce qu'on appelle un modèle de données. Parce que si par exemple j'ai des lignes de commande, ces lignes de commande ne vont pas me donner forcément une récence d'achat, elles ne vont pas me donner un montant global d'achat, elles ne vont pas me donner une valeur du client. Donc ce sont des choses que je vais devoir calculer. Donc je vais devoir constituer un modèle de données avec des informations qui ont du sens, qui sont utiles pour moi. Et sachez que créer un modèle de données pertinent pour expliquer des comportements, c'est 80% du travail d'un data miner, d'un data scientist aujourd'hui. Donc cet aspect data mart marketing est très important, et c'est sur ce data mart marketing, bien sûr, qu'on fera ces analyses en temps différé ou en temps réel. Troisième étape, c'est d'avoir une culture KPI qui va nous permettre bien sûr de surveiller l'évolution de nos campagnes, l'évolution de notre marketing. Et dans ces KPI, on va bien sûr trouver des KPI qui vont avoir trait aux clients, et notamment avec la LTV. Alors la LTV, est-ce que c'est un sigle ou le CLTV? C'est un sigle que tout le monde connaît. Guillaume, je suppose, oui. Non. LTV, c'est la lifetime value, donc la valeur du client en français, et cette valeur se calcule comme étant la somme sur un certain nombre d'années avec la probabilité que le client reste client. Lifetime value, voilà, c'est ça, une valeur client. Donc on fait la somme de la marge, donc c'est-à-dire c'est le chiffre d'affaires moins les coûts d'acquisition et les coûts de production, pour pouvoir savoir donc quelle est la rentabilité d'un client, et ça va nous permettre de mesurer par rapport au CAC, notamment justement le coût d'acquisition client, quelles sont les bonnes proportions qu'on peut obtenir sur telle catégorie de clients, parce que en plus selon le type de client la valeur ne sera pas forcément la même. Donc il y a des gens qui connaissent la valeur de leurs clients ici en interne et qui pourraient mettre un chiffre. Non, j'évite le week-end. Par canal d'entrée, oui, très bien, effectivement, ça peut être par canal d'entrée, ça peut être par typologie de client. Oui, pour le caritatif. Il y a des secteurs qui sont plus en avance que d'autres parce que qui sont excessivement dans le marketing one-to-one, marketing direct, et qui ont besoin de gérer des campagnes de façon très précise, donc d'affiner des ciblages. Alors un KPI, c'est Key Performance Indicator, donc c'est un indicateur de performance, un indicateur à surveiller en fait, pour valider. Alors précision justement par rapport à ces KPI, c'est que
un KPI n'est pas forcément important en valeur absolue. Il est important de vérifier son évolution dans le temps. Pourquoi? Parce que se pose la question de l'étalonnage de départ de ce KPI. J'ai d'ailleurs moi-même cette question qui revient souvent lorsque on regarde les KPI du site web et qu'on me dit nos KPI sont pas bons. Alors ils sont pas bons par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut comparer les KPI d'un site web B2B à un site web B2C, d'une grande entreprise par rapport à une petite entreprise? Donc toute la question de l'étalonnage est relativement délicate. C'est pour ça qu'on peut à un moment T construire le KPI, s'en servir des talons et voir son évolution dans le temps. Alors le churn, c'est le taux d'attrition en fait du client, et connaître ce churn est important parce que ça va nous permettre de calculer notre valeur client. Le nombre de leads, ça c'était un autre indicateur très important pour les directions marketing. Combien est-ce que je génère de leads pour mes équipes commerciales? Alors du froid, du chaud, du qualifié, du moins qualifié, etc. Nos campagnes, quels sont les retours sur investissement de nos campagnes? Et sur le web, quel est le taux de conversion? Quel est le coût d'acquisition sur le web? Bien sûr, sur les médias sociaux, on va avoir un certain nombre d'indicateurs également, notamment la tonalité. Est-ce que les commentaires positifs sont plus importants que les commentaires neutres ou les commentaires négatifs? Donc, au fur et à mesure qu'on donne le pouvoir d'expression aux clients, on a un certain nombre d'indicateurs à surveiller, entre autres, et aussi les indicateurs de l'entreprise. Alors, connaître ses clients, c'est pour connaître un petit peu les typologies. Je vais vous donner tout à l'heure un exemple de typologie de clients. C'est d'identifier bien sûr les VIP, parce que ce sont les clients qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut chouchouter. C'est comprendre le comportement de l'acheteur pour savoir quel type d'offre de service complémentaire on va pouvoir faire, pour pouvoir anticiper de nouveaux besoins éventuellement, pour pouvoir améliorer ses process, son tunnel d'achat, notamment sur un site d'e-commerce. Identifier un délai entre l'inscription et l'achat pour pouvoir accélérer, voire raccourcir ce délai. C'est faire également de l'analyse de panier, sur lequel on peut sortir des choses tout à fait étonnantes. Donc quel type d'exemple on va faire, quelle méthode on va utiliser. Alors chez Amabis, on utilise avec nos partenaires des méthodes de type profiling, et je vais vous donner un exemple ensuite qui montre un petit peu, qui illustre comment faire un profiling pour savoir quels sont les éléments qui peuvent être discriminants, quels sont les critères qui sont pertinents dans une analyse. Donc ça c'est une première méthode. Deuxième méthode, c'est la segmentation. Donc la segmentation, il y a des gens qui connaissent des segmentations ici, des segmentations type avant que je l'affiche. Alors on parle beaucoup de segmentation RFM, voilà. Donc c'était le terme que j'attendais, bravo. Voilà, la segmentation RFM pour récence, fréquence, montant, avec un pendant qui est le FRAT, parce qu'en anglais il y a le T pour type, c'est-à-dire qu'on va faire cette récence, cette fréquence et ce montant, on va classer, on va créer des segments en fait, segmentation versus classification. Alors je vais revenir sur le terme de segmentation, parce que ici dans une segmentation, d'ailleurs comme dans une typologie qui est le terme qu'on va aborder ensuite, on crée des groupes. Dans une segmentation, on a des groupes qui sont définis sur des critères a priori qu'on connaît et dont on connaît les éléments. On peut connaître la moyenne notamment sur des segments. On va donc pouvoir définir sur des critères a priori. Ça, c'est la partie segmentation. Et le RFM, c'est sur la récence des achats, la fréquence des achats et le montant des achats. Il y a d'autres segmentations qui peuvent se faire sur le client, parce qu'on peut faire selon ses caractéristiques, on peut faire des segmentations par géographique, des segmentations par attitude, valeur, style de vie, des segmentations sectorielles ou par taille lorsqu'on est dans le domaine du B2B. On peut faire également des segmentations par type de comportement, sur les usages, le volume, le prix, la fidélité. On peut faire, voilà, ça c'était l'aspect segmentation, et puis on peut avoir donc des typologies, voilà les trois grandes profiling, segmentation, typologie. Lorsqu'on fait de l'analyse descriptive, exploratoire, je vais dire, on peut passer par ces trois analyses, ces trois types d'analyses. La typologie étant elle aussi amenée à nous créer des groupes,
mais dans une phase un petit peu différente au niveau de l'exploration. Alors le FRAT, c'est l'acronyme en anglais Frequency, Recency, Amount pour montant et Type pour le type de produit. Donc c'est du RFM, je réponds à une question du chat. Donc c'est fréquence, récence, amount, montant en anglais et type, le type de produit. C'est-à-dire qu'on fait bien la même chose que le RFM, mais au lieu de le faire tout produit confondu, on le fait par catégorie de produits. Voilà, c'est une déclinaison. Alors, je reviens sur ma typologie. Typologie, par exemple, de clients PMG, pour petit, moyen, gros client. Donc, c'est la méthode statistique qui va être différente, où là, on va chercher dans la typologie à créer des groupes homogènes. Alors, je pourrais dire, j'ai besoin d'avoir 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, par exemple. Et l'outil, enfin la méthode statistique, va nous permettre de calculer toutes les similarités qu'il existe dans les groupes, selon les variables, bien sûr, que je vais avoir communiquées dans mon data mart. Hein. Bien évidemment, plus j'ai de variables, plus je vais avoir une certaine richesse dans mes typologies. Et le comportement, bien sûr, ça va être sur petit, moyen, gros, ça va être le chiffre d'affaires généré par ses clients. Et la difficulté de la typologie, c'est qu'elle n'est pas toujours très lisible. Je pourrais par exemple avoir dans un groupe 80% d'hommes et 20% de femmes, et je vais avoir du mal à identifier précisément, selon les critères que j'aurais donnés, comment nommer mon groupe, parce que je ne peux pas dire que c'est un groupe d'hommes vu qu'il y a quand même 20% de femmes, et je vais avoir du mal à mettre un nom, à identifier ces groupes, contrairement à la segmentation sur laquelle les critères sont connus par avance et sont beaucoup plus précis, puisque c'est moi qui les ai définis. Alors, illustration avec le logiciel Notebox édité par Complex System d'un profiling. Donc ici, on est dans le secteur caritatif, il y a des gens dans la salle, on a des réponses à des opérations marketing pour la collecte de dons. Et vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire ici, mais j'ai vrai, faux pour dire, ben voilà, sur cette population, j'ai eu une réponse négative. Donc j'utilise bien sûr des données de donateurs. Donc voilà, il y en a un certain nombre qui ont répondu faux, un certain nombre qui ont répondu vrai. Et je vais passer les différents éléments d'information que j'ai à disposition, comme étant le montant du don, la récence du don, l'ancienneté, et je vais voir quels sont les critères qui sont discriminants. Donc ça, c'est une analyse exploratoire par rapport à ce critère de « il a donné, il n'a pas donné ». Je passe en revue l'intégralité des autres critères, et vous voyez que j'ai une représentation graphique qui est assez intéressante, parce que sur le critère vrai ici, là lorsque c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas significatif comme variable explicative par rapport à ce comportement que j'ai ici, alors que là, ici en vert, c'est plus explicatif. Je vois notamment que la récence du don est un critère assez explicatif, puisque dans son ensemble, hein, puisque ici je suis en vert sur une petite frange de population, sur les gens qui ont donné dans les moins de 12 mois, alors que sur tous les autres qui ont une ancienneté, qui sont plus anciens, voilà, qui n'ont pas donné dans les 12 derniers mois, eh bien je suis en rouge, donc ça n'explique pas, alors que le vert explique bien. Voilà. Donc voilà ce que fait un profiling, et donc ça nous permet, lorsqu'on construit notre modèle de données, pour prévoir les segmentations notamment, de savoir quelles sont les variables qui sont discriminantes. Alors c'est intéressant parce que lorsqu'on construit un modèle de données, on se pose toujours, quand on fait du profiling, on se dit il me faut de la data, mais finalement quelles data sont intéressantes à conserver dans le modèle, parce que ça coûte cher de traiter de l'information, de collecter cette information, et parfois certaines informations ne sont pas discriminantes, elles ne sont pas explicatives, donc je ne vais pas forcément avoir besoin de les collecter, de les gérer, de les manager, et de les mettre à jour bien évidemment. Alors une segmentation RFM qu'on peut obtenir par une représentation ici sous forme d'arbre, parce que c'est quelque chose qui se fait par dichotomie, et je vais avoir ici mes volumes, donc mon volume en pourcentage de ma population globale, et puis mon volume global sur mes différents segments. Et là, lorsque je travaille sur l'ancienneté, ensuite lorsque je vais travailler sur le critère suivant, je vois la décomposition
de mes groupes avec immédiatement la représentation en volume et en pourcentage qui me permet de savoir où je trouve mes cibles principales par rapport au comportement de don que je veux expliquer, qui est ici, quels sont les gens qui donnent plus de temps dans l'année ou par mois par exemple. Et donc j'ai tout de suite visuellement et je vais avoir les segments qui me sont attribués immédiatement. Enfin, quelques minutes par l'outil. Alors, les critères de segmentation doivent être pertinents. Hein. L'âge pour une voiture, c'est pertinent. Le pouvoir d'achat, lorsque j'achète du gros électroménager ou lorsque j'achète une cuisine, c'est bien sûr pertinent comme critère. Il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit opératoire. Alors tout ça, ça nous amène à des segments qui sont distincts, qui doivent être homogènes, qui doivent avoir donc un certain nombre de caractéristiques pour être utilisés. Substantiels, c'est qu'ils doivent être significatifs, hein, et doivent être utilisables et informatifs. Vous allez retrouver tout ça dans le diaporama que vous pourrez télécharger à l'issue de la présentation. Tout à l'heure, je vous parlais d'une typologie de clients, donc clients consommateurs amateurs de discount, clients avec une forte volatilité comportementale, des clients avec des achats diversifiés, des clients de passage, des clients réguliers avec ancrage dans un rayon. Donc voilà une typologie de comportement qu'on rencontre dans le retail par exemple. Alors, maintenant, étape 5, tout à l'heure je parlais de réflexion entre mes phases d'analyse descriptive et mes phases d'analyse prédictive, c'est quelle priorité? Quelle priorité sur les aspects de conquête, fidélisation, rétention, et ce, fonction de mes secteurs de clients. Est-ce que ma pression commerciale est bonne? Est-ce que en augmentant mon taux de pression, je ne vais pas générer du churn ou diminuer mon taux de transformation? Comment cibler mes meilleurs répondants? Donc là, je rentre vraiment dans des aspects de prédictif. Hein. Il s'agit de sélectionner les meilleurs. Quels sont mes critères d'appétence? Quels sont mes critères d'attrition pour éviter que mes clients me quittent? Quelles sont mes politiques de produits et services que je vais pouvoir mettre en œuvre pour éviter l'attrition ou pour garantir une meilleure appétence? Donc là, je suis vraiment dans quelque chose de prédictif. Alors, quels inactifs à réactiver? Voilà typiquement le type de questions qu'on peut se poser lorsqu'on a des clients qui n'ont pas travaillé avec nous depuis un certain temps. Quels sont ceux qui sont le plus susceptibles d'être relancés, d'être réactivés et facilement? Quels sont des modèles d'alerte contre l'attrition? C'est anticiper le départ de mes clients. Donc là, je suis vraiment dans une politique de rétention. Cibler bien sûr les meilleurs répondants, donc ça dans les campagnes de dons pour le secteur caritatif c'est très important, mais pour tous les gens qui font aussi dans le secteur bancaire, assurance, etc. On est dans des mesures importantes de je dois cibler les meilleurs. Dans les programmes de fidélisation, quels sont les seuils de points à partir duquel je dois faire des actions pour déclencher des réactions et des achats chez mes clients? Donc à quel moment déclencher une offre par exemple? J'ai aussi le moteur de recommandation qui va me permettre, lorsque quelqu'un commande quelque chose, de lui suggérer de prendre autre chose en complément. Et là, on est aussi dans des aspects à la fois temps différé, mais ça peut être aussi du temps réel. Vous connaissez peut-être le geofencing, donc ça c'est quelque chose qui se fait bien sûr avec les nouvelles techniques de smartphone qui permettent de géolocaliser. Alors ça pourrait s'appliquer bien sûr à des objets ou à des animaux, mais là au niveau du particulier, enfin de l'individu, on pourrait considérer que quelqu'un qui quitte une zone marchande et qui n'a pas consommé pourrait être relancé sur son smartphone immédiatement en lui disant vous êtes passé chez nous, vous n'avez pas consommé, vous êtes passé dans ce rayon-là et vous n'avez pas consommé. Voilà, donc là l'idée c'est un clôturage virtuel qui permet en temps réel de surveiller et de pouvoir alerter la personne que elle a quitté une zone sans faire ce qu'on lui proposait éventuellement de faire. Alors j'avais lu un article aussi intéressant où une société aux États-Unis, Target, qui supervisait l'utilisation de 25 produits, de l'achat de 25 produits, pouvait prédire avec une très grande finesse la grossesse d'une femme. Voilà. Donc, et même l'article concluait de façon un peu rigolote sur ils avaient prédit la grossesse d'une femme avant même que le papa de la jeune fille soit au courant. Voilà. Alors prédire, quelles sont les techniques qu'on va utiliser pour prédire
le comportement, on va utiliser des arbres de décision qui vont nous faire des segmentations prédictives. Je vais l'illustrer juste après. On va créer des scores qui sont plus précis que la segmentation, parce que la segmentation nous donne, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des groupes. Donc si par exemple je génère dans ma segmentation un groupe de 10 000 candidats parce que ce sont les meilleurs répondants, mais que je n'ai un budget que pour 6 000, ben voilà, je vais dans mon groupe de 10 000, je ne vais pas pouvoir sélectionner les 6 000 meilleurs. Alors qu'avec le score qui est individualisé, parce qu'il y a des pondérations probabilistiques différentes, je vais pouvoir attribuer, prendre les 6 000 meilleurs. Voilà, c'est la différence entre la segmentation prédictive qui me fournit un groupe globalement et le score qui va me donner individu par individu une note probabilistique de comportement. Et puis bien sûr, le moteur de recommandation qui là, par rapport à des achats passés, va me dire cette personne qui a consommé tel type de choses va pouvoir, il vaut mieux lui proposer tel type de produit en complément ou pas forcément en complément, mais à suggérer ce type de produit à acheter. Alors voilà une segmentation prédictive, on retrouve l'arbre de décision que je vous ai montré tout à l'heure, et on identifie par les groupes en vert, alors plus c'est du vert foncé, plus je suis au cœur de ma cible, et plus c'est rouge, et moins je suis au cœur de ma cible, bien évidemment. Donc là, je vais créer ces groupes. Alors, il faut noter que ces outils fonctionnent pour des marketeurs sans connaissances préalables statistiques importantes. Bon, c'est mieux de connaître un petit peu les notions de variance, des quarts types, de tests du Q2, etc. Mais ce n'est pas nécessaire et qu'on va pouvoir utiliser ce type de logiciel qui fera d'ailleurs l'objet d'un webinaire ultérieur dans l'année peut-être. Et ce type d'outil est destiné à des marketeurs. Alors, la représentation Trimap nous permet de visualiser ici, vous voyez mes segments, et le rectangle est directement proportionnel au volume. Je ne sais pas si vous arrivez à lire correctement ici les chiffres, mais on peut directement lire à la fois le pourcentage et la valeur de ma cible. Et bien sûr, mon cœur de cible, c'est le vert le plus foncé ici, vous voyez, dans ma cible. Alors le score ici, je présente les différents éléments qui rentrent dans la composition du score, la récence, le nombre, l'ancienneté et autres. Et ce score, finalement, je vais illustrer son propos par, si vous avez à retenir une seule diapo, c'est celle qui va suivre parce que la courbe de Lift, finalement, la gain chart, explique très bien l'intérêt du data mining et du marketing prédictif, puisque vous voyez qu'ici on a plusieurs courbes. Vous voyez cette courbe ici en oblique, c'est une courbe qui fait que si je n'avais pas de modèle de score, je ferais une sélection aléatoire et par exemple si je lis ma courbe, là j'ai la population ciblée et ici j'ai les gains. Donc on l'a vu tout à l'heure dans mon association caritative, ici dans mes dons, c'était 10% des donateurs qui faisaient la totalité des répondants. Donc pour une dizaine de pourcents, vous voyez, j'ai sur cette courbe rouge qui présente une asymptote ici, j'ai vraiment maximisé mes gains parce que j'ai mes 10% de donateurs. Si je faisais un tirage aléatoire de ma population, je serais selon cette courbe-là qui fait que pour 30% de ma cible, j'obtiendrai une trentaine de pourcents de mes dons. Le score qui a été calculé par l'outil, selon deux courbes d'ailleurs, parce que vous avez deux échantillons qui permettent de calculer le score de façon un premier échantillon pour constituer et un deuxième échantillon de validation. Donc effectivement les deux courbes sont proches, qui prouvent que le modèle est bon. Donc vous voyez que pour 30%, grâce à mon score, je serai à un peu plus excusez-moi, 30% c'est ici, je serai à peu près à 65% de gain. Alors que je serai bien sûr, dans mon modèle théorique pur, je serai à 100% de mes gains. Donc en fait, le gain que j'ai, c'est toute cette partie-là, hein, c'est toute cette partie ici qui me fait gagner, c'est-à-dire que au lieu d'être à 30% de gain selon un tirage aléatoire, je serai avec mon modèle de score à 65%, donc à 2 fois plus de gains grâce à mon modèle de score. Voilà ce que me permet le marketing prédictif, c'est-à-dire qu'avec un score prédictif ici,
je maximise mes gains. Et là, dans l'exemple situé sur du secteur caritatif, je fais plus que doubler mes gains, donc avec le même effort de sélection sur les 30%. Bon, j'ai pris 30% parce que c'était facile à lire. Bien évidemment, si je prends 20%, j'ai le même type de résultat. Alors, le moteur de recommandation nous donne un livrable particulièrement intéressant parce que pour chaque personne, ici dans le secteur du vin, vous voyez ici j'ai un certain nombre de crus, je vais voir que par rapport aux gens qui ont déjà acheté un certain nombre de vins, et notamment ici de l'Alsace, bien sûr, si je repropose de l'Alsace, j'ai forcément le maximum de chances de revendre de l'Alsace, mais j'ai tout un tas d'autres vins ici qui, vous voyez, sont très bien corrélés. Alors ici un petit peu moins, et ici pas du tout corrélé, donc c'est pas la peine que je propose ce type de produit à cette personne qui a consommé de l'Alsace, parce que les statistiques me montrent que c'est pas bon. Alors les étapes suivantes pour conclure, une fois qu'on a ces scores et autres, il va falloir adapter, personnaliser, interagir, il va falloir mesurer, il va falloir remettre en cause et ajuster, et puis bien sûr il faut reprendre le cycle, parce que c'est un cycle continuel de mesure, d'analyse et de tir correctif, surtout qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Alors en synthèse, j'ai daté le marketing prédictif en 2 phases. L'avant BD, c'est pas avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, mais c'est avant BD Big Data et après BD. Alors le marketing prédictif avant Big Data, c'est des données classiques structurées, un temps différé, et ça c'est pour tous. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez aucune excuse pour ne pas réaliser du marketing prédictif avant le Big Data. Et vous pouvez le faire ici et maintenant, dès aujourd'hui. Vous avez tous les éléments pour le faire. Le marketing prédictif après Big Data, c'est un petit peu plus compliqué du fait de données qui sont aujourd'hui non structurées, notamment lorsqu'on collecte les médias, tout ce qui est via les médias sociaux. Donc il y a plus de verbatim, il y a un certain nombre de choses différentes. Il y a un aspect temps réel qui est bien sûr réservé aux e-commerçants et aux gens qui ont une interaction forte sur le mobile et sur le net. Et puis c'est un petit peu plus élitiste compte tenu de ce volume de data plus important. Alors avant de passer à la phase questions-réponses, juste 2 petits mots sur Amabis, qui est à la fois prestataire et éditeur sur des aspects qualité de données, sur des aspects de conseil, audit, diagnostic, sur des prestations correctives et préventives de la data, qui édite des solutions logicielles et ou de services. Et puis ça, c'était la première grande business unit chez Amabis. La deuxième, c'est tout ce qui est référentiel client unique, CRM et business intelligence, qui faisait l'objet d'une partie ici sur les analyses descriptives et préventives du parcours client, entre autres. Voilà. Et puis bien sûr avec l'infogérance et des services complémentaires. Tous les secteurs d'activité sont concernés par le sujet. Et avant qu'on entame la séance de questions-réponses, je vous annonce un prochain webinaire le 8 mars à 11 h, dont le sujet va évoluer en fonction des réponses que vous allez faire ici et maintenant et de ce qu'on va collecter les jours prochains sur nos réseaux sociaux. Donc soit du traitement de la data internationale, soit du data mining de façon plus approfondie avec des démonstrations plus techniques sur des méthodes statistiques, soit d'autres sujets. En fait, on en a plein en réserve. Voilà. L'ouverture de la séance questions-réponses est faite. Alors, j'ai déjà une liste très importante que me glisse Guy. Alors, le marketing prédictif est-il approprié dans un business B2B? C'est une excellente question parce qu'effectivement, dans le B2B, les cycles de vente sont plus longs. Il s'appuie sur un process de décision qui est un peu plus complexe puisqu'en général il n'est pas, surtout dans les grands groupes, il est plus collectif, il est plus collégial, il y a une étude préalable, mais oui, parce que les décideurs ont les mêmes problématiques, les temps de réponse doivent être de plus en plus courts, donc oui, le marketing prédictif peut être peut-être intéressant dans le B2B. Alors le support sera téléchargeable.
Alors, avoir la liste de personnes présentes, non, ça, c'est pas disponible. Alors, comment est-ce qu'on fait le calcul de la lifetime value? Alors, c'est des choses qui peuvent être plus ou moins compliquées parce que rentre en ligne de compte, bien sûr, la durée de vie, et cette durée de vie, elle n'est pas toujours facile à calculer. Il peut rentrer en ligne de compte tous les coûts directs de la gestion de la commande et les coûts de l'acquisition du client. Donc, dans le principe il est simple, je vais l'énoncer. C'est de faire la somme des marges. Alors, en général, on fait une lifetime value ad vitam aeternam sur 25 ans et on en fait une autre sur 5 ans. Mais on peut trouver des mixtes en fonction des différentes typologies de clients que vous avez. Donc, l'idée, c'est de faire la somme de toutes les marges qu'on pourrait avoir sur ces 5 premières années avec le client, le tout pondéré par le risque d'attrition, c'est-à-dire par le risque qui nous quitte chaque année. Donc ça, c'est un élément de... Qu'est-ce qu'un leads? Alors un leads, c'est ce qu'on donne aux commerciaux, c'est-à-dire c'est un prospect chaud qui demande, qui est intéressé, alors prospect plus ou moins chaud, plus ou moins froid, qui demande une information ou qui a un besoin potentiel par rapport à nos produits et services, et donc c'est ce qu'on va donner aux commerciaux pour pouvoir rentrer dans un tunnel de vente. La feuille de calcul des indicateurs. Ah oui, je vois les indicateurs que j'ai. Alors, les différents indicateurs KPI que j'ai indiqués tout à l'heure, notamment il y avait la lifetime value, il y avait un certain nombre de choses. J'ai pas de feuille de calcul à fournir immédiatement, mais on peut bien sûr vous aider à baser ces calculs. Dans un prochain séminaire, on détaillera peut-être ces différents, parce qu'il y avait notamment des taux de conversion sur le web, des coûts de conversion, donc un certain nombre d'informations qui sont propres au web, aux médias sociaux, qu'on pourra préciser. Donc il faudra qu'on y revienne dessus. Vous pouvez nous lancer sur le sujet. Suivant la notice 80%, quels sont les indicateurs? Selon la notice 80, quels sont les indicateurs les plus pertinents? C'est une bonne question. Là, je ne sais pas répondre Joker. On fera une réponse ultérieure parce qu'effectivement, dans la notice 80, alors la notice 80 comprend le chiffre d'affaires, les effectifs, établissements, entreprises, un certain nombre de choses. Donc là, indicateurs les plus pertinents, ça dépend aussi de ce qu'on veut expliquer. Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre du comportement du client. Donc généralement, lorsqu'on se pose ce type de questions, Jean-Luc, on a besoin de faire une étude par rapport à une base clientèle, une étude descriptive, exploratoire, pour savoir qu'est-ce qui est important. Là, je ne sais pas répondre, c'est difficile de répondre à cette question de but en blanc parce que ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Alors, logiciel d'analyse de données clients. Alors, j'en ai cité un effectivement qui est Nullbox, qui est un logiciel édité par Complex Systems. Il y a des logiciels SaaS Enterprise Miner de SaaS. Il y a... alors je ne connais pas, on me demande si sur Caméléon, je ne connais pas cet outil en particulier. Il y a des logiciels que je ne connais pas, donc je ne répondrai pas bien évidemment par rapport à ces outils. Voilà, donc j'ai pas de... je vous ai dit Nullbox, Enterprise Size Miner, et puis un troisième qui m'échappe, SPAD de Coeris, voilà. Il y a ça, il y a la société SPSS, effectivement. Merci, Salwa, donc de ces précisions. Bon, il y a de plus en plus d'outils qui ont des finalités un petit peu différentes parce que certains s'adressent vraiment à des statisticiens. Ils ont vraiment si vous n'avez pas un background de statistiques, ça va être un petit peu compliqué. D'autres comme Nullbox présentent l'avantage d'être plus orienté marketeur, où on est vraiment sur du clic et de la visualisation facile. Alors les logiciels bien sûr se multiplient parce que certains s'orientent plus big data que d'autres.
Marketing prédictif et recrutement validité. Oui, c'est l'application du marketing prédictif dans le domaine du recouvrement. Ah, du recouvrement. Du recouvrement. Oui, bien sûr, on peut, là ici on parle beaucoup de marketing, mais toutes les méthodes d'analyse prédictive d'un comportement s'appliquent à tout type de comportement, que ce soit un comportement orienté marketing ou un comportement orienté social, un comportement orienté, peu importe. Donc les méthodes d'analyse statistique, et d'ailleurs, il faut préciser que si aujourd'hui on parle plus de marketing prédictif à cause du big data, il faut savoir que les algorithmes statistiques qu'on utilise n'ont pas vraiment bougé depuis les années 60. On utilise toujours un petit peu les mêmes méthodes. Comment mettre en place des KPI? Alors là aussi, il y a plusieurs types de KPI qui sont possibles, et l'important encore une fois, c'est de mesurer leur évolution, donc de se donner les moyens de collecter et d'automatiser finalement la mise à jour de ces KPI pour pouvoir avoir un tableau de bord qui puisse être peut-être pas quotidien, mais tout du moins hebdomadaire ou mensuel selon les informations que l'on récupère, à fréquence que l'on a besoin. Qu'en est-il du traitement marketing sur des bases de prospects qualifiés? Alors, une précision quand même, c'est quand on fait du marketing prédictif, on travaille toujours préalablement sur des clients pour expliquer des comportements. Parce que c'est sur la modélisation du client qu'on va, en général, dire voilà, les informations qui sont descriptives de son comportement, c'est celles que j'ai dans ma base de données. D'où l'importance d'avoir collecté un minimum d'informations sur le sujet ou d'avoir été les enrichir avec des données externes. Donc je modélise sur des clients et ensuite je vais, à partir de ce score, pouvoir l'appliquer sur des bases prospects à condition bien évidemment que j'ai les mêmes types d'informations entre base client et base prospect. Parce que si sur mes bases prospects, je n'ai pas la même information, le score qui a été calculé sur des critères qui étaient présents dans la base de clients ne sera pas applicable parce que je ne pourrais pas le calculer sur mes bases prospects. En B2B, il y a les comités d'achat effectivement qui rentrent en ligne de compte, qui n'est pas satisfait d'un produit. Alors là c'est dans la politique. Je prends Oussama pose la question, comment réagirez-vous face à un client qui n'est pas satisfait d'un produit? Là, il y a plusieurs réponses à apporter à ça, mais lorsqu'on parle de marketing prédictif, c'est pour anticiper un certain nombre de choses, et notamment on peut définir un seuil de tolérance dans la satisfaction, et ça on peut éventuellement modéliser client par client. Et donc tout le monde n'a pas le même indice de satisfaction, ne va pas avoir le même taux de satisfaction par rapport à l'utilisation d'un produit. On sait très bien par exemple que les Américains ont moins d'exigences par exemple sur un véhicule automobile en termes de qualité de fabrication, notamment à l'intérieur, qu'un Européen. Donc les réactions par rapport à des bruits parasites, etc., qui interviendraient ne seraient pas du tout les mêmes selon qu'on est d'un côté ou l'autre de l'Atlantique. Néanmoins, donc, on va pouvoir personnaliser grâce au marketing prédictif, anticiper un certain nombre de choses. Ensuite, il y a la mise en application. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie opérationnelle de réponse? C'est effectivement une question marketing. Dans le marketing prédictif, ici, et l'objet de ce webinaire, c'était de vous dire, voilà, il y a la possibilité, un, d'analyser et de décrire ces populations, et deux, d'avoir des modèles qui permettent d'anticiper. Ensuite, la mise en application, elle est bien sûr personnelle à chaque cas, et on peut trouver tout un tas de stratégies marketing. Alors, le chat s'anime toujours. Merci Camille de me l'agrandir. Voilà. De conseils. Alors, je vais mettre en ligne, le diaporama sera en ligne en début d'après-midi. Enfin, dans la foulée, dès que je vais quitter la salle ici, je vais le mettre en ligne. Alors, car j'ai l'impression qu'elle est passée inaperçue dans le B2B. Quelle est la data à collecter et à analyser? Des exemples pour mieux comprendre. Alors,
En B2B, on va analyser, bien sûr, on a moins d'informations souvent qu'en B2C, parce que on est sur des entreprises où on va avoir la taille, le chiffre d'affaires, on va avoir l'activité, le code NAF, le libellé en clair de l'activité éventuellement qu'il va falloir. Voilà, ce ne sont pas des informations très simples à manipuler. Ça sont les premières informations sociodémographiques. Il y a bien sûr l'aspect géographique qui rentre en ligne de compte. Donc après, on peut éventuellement rentrer sur les informations concernant les décideurs. C'est-à-dire que des directeurs financiers, en fonction de leur âge, n'auront pas les mêmes réactions parce que certains seront plus sensibles à certaines techniques financières qui sont plus récentes que des homologues plus seniors qui, eux, utiliseront d'autres méthodes. De même, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux en entreprise modifient également l'impact et que l'utilisation de ces réseaux sociaux font que le cycle de décision va être modifié. Donc, s'intéresser à l'individu décideur dans l'entreprise est un axe de travail en complément, bien sûr, de l'entreprise. Donc là, il faudrait prendre notamment en conseil RH, bien évidemment, la personnalité, la compétence, le diplôme, l'ancienneté sont des éléments qui pourraient rentrer en ligne de compte dans un score, par exemple, de il va faire, il va pas faire, il va acheter, il va pas acheter. Merci à tous, en tout cas, le chat est très animé. En fonction de la GEC. Jean-Luc, la GEC, on peut repréciser. Alors. Merci à tous. Voilà, le webinaire, c'est un peu délicat de répondre à toutes les questions. Ceci dit, n'hésitez pas à nous relancer et à activer la demande de mise en contact. D'accord. Alors là aussi, Jean-Luc, quels sont les éléments qui rentrent, quels sont les éléments mis à disposition dans la base de données? C'est un peu délicat parce qu'on n'a pas forcément traité tous les cas possibles et chaque cas est un peu particulier en marketing prédictif parce qu'on analyse en fonction des données disponibles. Donc, quelles sont vos données disponibles? Ça, c'est le premier point à faire et c'est pour ça qu'on est parti sur des analyses descriptives. Quels sont les éléments en votre possession? Comment est-ce qu'on peut enrichir ces éléments en votre possession au niveau de la base de données? Merci Camille. Oui, n'hésitez pas à laisser des notes et des commentaires, ainsi des propositions de thématiques pour un prochain webinaire, puisque ici on est dans le marketing prédictif, donc on a décidé d'être réactif aussi. Le prochain c'est le 8 mars, donc on va monter pour le 8 mars un thème qui sera bien sûr sur le data management, c'est évident, mais on va essayer de coller au plus près de vos préoccupations. Alors Jean-Luc, oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter prochainement. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, le bouton haut, avant de quitter la salle de conférence. Au revoir Aïcha, au revoir à tous. Merci de votre participation. Voilà, il y en a un qui travaille son géoportrait, très bien. Au 8 mars. Bonne journée à tous.